Bonsoir tout le monde. Donc aujourd'hui, on va faire un meet-up sur les tools. Donc pour ceux qui connaissent Jaya, il y a beaucoup de choses que vous connaissez déjà. Je vais essayer d'aller un petit peu plus loin, de voir des cas d'utilisation des tools. Et puis on va aussi essayer de vous dire ce qui va arriver dans les prochaines versions de Jaya. Ok, il y a des petites modifs qu'on fait, des petites améliorations. Et puis c'est pareil, si vous avez des idées ou autres, n'hésitez pas à les donner, c'est le bon moment. Si vous y repensez après coup, n'hésitez pas aussi à utiliser le forum qu'on a directement sur le site. Ok. Donc, je vais essayer d'être assez, d'essayer d'expliquer les concepts parce que je sais que vous connaissez pas forcément tous Jaya. Donc, je vais réexpliquer les concepts. Désolé pour ceux et celles qui sont relativement expérimentés avec les technologies. Alors, c'est quoi les tools? Les tools, en fait, c'est un back-office un peu particulier dans Jaya, dans le sens où c'est plus un back-office pour les développeurs et éventuellement pour les équipes d'exploitation pour faire un petit peu des opérations de maintenance. Éventuellement. En général, c'est plus notre joujou à nous. Donc, comment ça marche les tools? Comme je disais, c'est un back-office un petit peu particulier. Pour y accéder, vous tapez simplement sur /tools sur votre plateforme. Ok. Pour se connecter dessus, vous avez besoin d'un utilisateur que vous avez normalement créé lors de l'installation de votre Jaya. Alors par défaut, c'est l'utilisateur qui s'appelle Jaya, avec un mot de passe password. C'est pas très compliqué. Et qu'est-ce que vous allez retrouver dans les tools? Vous allez retrouver ce que je vais avoir ici. Hop. Vous allez retrouver en fait un menu dans lequel vous allez avoir plein de JSP différentes, de vues différentes, des pages, ok, qui vont répondre à différents besoins. Que ça va être pour, ça va vous permettre d'explorer du contenu dans votre JCR. Je vais essayer d'expliquer ce que c'est. Ça va vous permettre de faire des queries aussi, des requêtes directement dessus. Mais ça va vous permettre aussi de lancer des scripts, ce genre de choses. Voilà. Donc je vais essayer de vous décrire les plus utilisés avec des cas un petit peu pratiques pour vous aider à visualiser tout ça. Alors, s'il me rendait la main, ce serait bien. Voilà. Donc au niveau de la présentation, je vais partir sur 3 axes. Je ne vais pas tout vous présenter, mais l'idée c'est que je vais déjà vous montrer, quand vous êtes dans une phase plutôt de développement, quelles sont les pages qui vont pouvoir vous servir, de quelle façon éventuellement, avec des petits cas pratiques. Ensuite, je vais vous montrer aussi comment ça peut vous aider lorsque votre client ou vous-même vous avez des problèmes de performance. Ok, j'ai quelques pages qui vont m'aider à déjà faire un premier diagnostic, essayer de comprendre ce qui se passe sur ma plateforme. D'accord ? Et ensuite, je vais essayer aussi de vous montrer tout simplement les opérations de maintenance qu'on va faire assez régulièrement en passant par les tools. Alors, si on part sur de l'assistance au développement, l'outil que vous allez manipuler probablement le plus souvent, hop, c'est ce qu'on appelle le repository browser. Donc vous l'avez ici en haut à droite. Et avant de vous expliquer ce que vous allez retrouver dans cette page, je vais déjà vous expliquer ce qu'on est en train d'explorer en termes de contenu. En fait, dans Jaya, tout le contenu va être stocké dans ce qu'on appelle un arbre de données, okay, c'est le JCR, qui est une couche d'abstraction, grosso modo, entre votre base de données et votre Jaya. C'est-à-dire que vous n'allez pas faire dans Jaya, quand vous manipulez des modules, des choses comme ça, vous n'allez pas faire des requêtes directement dans votre base SQL, vous allez plutôt faire des requêtes sur votre JCR. Okay. L'avantage, c'est que vu que c'est un arbre de données, c'est extrêmement simple de naviguer dedans, parce que c'est comme vous pourriez avoir un explorateur de dossiers sous Windows ou autre, directement vous allez dedans et vous allez retrouver des nœuds. Okay, c'est un petit peu cette notion-là qu'on a. C'est pour ça aussi qu'on parle beaucoup de nœuds dans Jaya, c'est simplement les nœuds de l'arbre. Ok. Quand vous êtes en phase de développement, il ne faut pas hésiter à naviguer dans cet arbre pour aller vous assurer que les nœuds que vous êtes en train de créer, vous allez bien les voir. Vous êtes en train de créer, un nouveau composant qui s'appelle, c'est une entreprise. Dedans, vous avez des nœuds fils. Allez vérifier que ces nœuds fils sont bien créés. Ok. Donc là, par exemple, je suis en train de naviguer sur le nœud de mon site qui s'appelle AcmeSpace. En bas, je vais donc voir les nœuds fils de ce nœud-là. Ça va me permettre de descendre encore d'un niveau, puis d'un autre, puis d'un autre, puis d'un autre. Et puis quand je suis à l'endroit qui m'intéresse, je vais pouvoir directement afficher les propriétés. L'avantage, c'est qu'ici, je vais également afficher ce qu'on appelle les propriétés cachées, qui ne sont pas accessibles directement à l'éditeur. Okay, c'est les propriétés plus techniques qui servent à nous pour enregistrer des données. Ici, je vais les retrouver directement. Okay, je vais aussi voir les références qui pointent sur mon nœud. Et ce que je vais pouvoir faire assez facilement, en fait, c'est en activant les actions ici, je vais être capable d'aller directement supprimer un nœud. Okay. Alors on va voir que ça peut apporter des effets de bord pas forcément souhaités, mais on montrera aussi comment les corriger. Et accessoirement ici, en fait, j'ai une petite option qui va me permettre de passer en mode en ligne. Alors c'est quoi? Qu'est-ce que ça veut dire exactement?
En fait, dans le JCR, vous avez ce qu'on appelle deux workspaces, deux espaces de travail, dans lesquels on va stocker le contenu. Donc il y a le default. Le default, c'est grosso modo l'endroit où vos éditeurs vont aller créer, modifier, supprimer du contenu. Okay, c'est le back-office en gros, c'est leur contribution. Une fois qu'ils sont contents, satisfaits de leur contenu, ils vont le publier. Et ça va grosso modo, pour simplifier, le dupliquer sur ce qu'on appelle le Workspace Live. Donc le Workspace Live, c'est vraiment la version en ligne de mon contenu, c'est ce que les internautes vont avoir à l'arrivée. Hop, et c'est important de voir que si je supprime un nœud sur un workspace, je ne suis pas en train de le supprimer sur l'autre workspace. Ils vivent complètement indépendamment. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir d'autre qui va pouvoir m'être utile dans du développement? Hop. On va retourner sur l'accueil des tools. Je vais avoir ici ce qu'on appelle le JCR Query Tool. Donc comme j'expliquais, dans Jaya, vous n'allez pas faire des requêtes directement sur votre base de données. Ça n'a pas de sens parce qu'en fait, le JCR, il va enregistrer ça à sa sauce dans la base de données, mais vous n'aurez pas vraiment de requêtes possibles à exécuter. Okay, pour vous, la structure est invisible. Par contre, ce que je peux faire, c'est que le JCR me fournit des langages de requêtage, okay, notamment le JCR SQL. Et l'avantage, c'est qu'ici, directement, je peux exécuter mes petites requêtes. Je sais pas, si j'ai envie de retrouver les pages, hop, select étoile from JNT page. On voit que c'est très proche du SQL, il n'y a pas de souci. Et directement, je peux récupérer ça. Alors, à quoi ça va me servir? Plein de choses. Premièrement, si je suis en train de me faire un petit composant qui est censé faire des requêtes sur du contenu, puis l'afficher, je ne vais pas perdre mon temps à faire ma requête directement. Enfin, si ma requête est un peu complexe, je ne vais pas perdre du temps à le faire dans ma JSP, sauvegarder ma JSP, recharger ma page. Non, c'est pas ça. Je reviens sur ma JSP, je remodifie, je fais tout ça. Non. Je vais d'abord travailler ici. Je vais m'assurer d'avoir une requête qui marche. Puis quand c'est bon, que j'ai bien la bonne structure, hop, je mets ça dans ma JSP. Là, je sauvegarde et je vais la retester. Ok. Deuxième possibilité. Je suis en environnement de dev. Forcément, je fais un petit peu des bêtises. Je viens pas de corrompre mon contenu, mais j'ai fait quelque chose qui nécessite que je supprime mes anciens composants. Je peux le faire assez facilement, j'ai pas de souci. Si j'active les actions ici, directement, j'ai la possibilité d'aller supprimer tous les résultats de ma requête. Okay, ça, c'est assez pratique. De la même façon, on n'oublie pas que je peux changer le workspace. Donc ça veut dire que si je suis en train de faire une modification sur le default, si le contenu a été publié, il ne faut pas que j'oublie de changer, de passer en mode en ligne, et pareil de resupprimer. Ok. Alors le dernier pour cette partie, c'était les listes. Hop. Alors, quand je parle des listes, en fait, vous allez avoir la possibilité dans vos modules Jaya de faire tout un tas de choses. Alors, pas que des composants qui vont être visuels et utilisables par les éditeurs, mais vous allez aussi pouvoir faire des filtres de rendu. Donc, ça va être des choses qui vont modifier votre contenu avant de l'afficher, de le délivrer à l'utilisateur. C'est pouvoir faire des actions. Donc, grosso modo, c'est du code Java que vous allez pouvoir appeler directement. Ce genre de choses, en fait, on vous les affiche directement ici. Là, par exemple, je peux aller voir les actions. Et là, ça va m'afficher l'ensemble, l'intégralité des actions qui sont déployées à cet instant T sur ma plateforme. Alors, à quoi ça me sert dans une phase de dev? Si je suis en train de me créer une nouvelle action, je suis en train d'essayer de l'appeler et que je me tape une 404 en termes d'erreur, potentiellement, c'est peut-être que je l'ai mal déclaré, mon action. Donc moi, le premier réflexe, ça va être de venir ici et de vérifier que je retrouve bien mon action dans la liste. Si je ne la trouve pas, j'ai sûrement mal déclaré côté Spring, je vais modifier, je vais redéployer, puis je vais bien scruter mes logs au moment du déploiement. Ok? C'est le premier réflexe que je vais avoir. Deuxièmement, ici, on va aussi lister donc, ce qu'on appelle les Choice List Initializer. Pour simplifier, c'est des classes Java qui vont vous permettre de pré-remplir des listes déroulantes pour vos éditeurs. Okay, l'idée, c'est qu'ici, vous allez être capable de voir si, une fois de plus, la vôtre elle s'est bien enregistrée, mais vous êtes aussi capable de voir toutes les nôtres. Ok. Donc il y a plein d'autres choses que vous allez pouvoir faire côté développement dans cette partie. Et voilà, c'était juste quelques exemples. On a une demi-heure, donc on va essayer de passer en revue les plus utiles. Alors, si on parle un petit peu de performance, hop, voilà. Le premier réflexe que je vais avoir quand on me décrit un problème de performance sur ma machine, sur un environnement, ça va être de demander à l'utilisateur d'aller dans cette page-là qui s'appelle la JCR Query Statistics. Okay. Et en fait, dans cette page, on va lister toutes les requêtes les plus coûteuses, toutes les requêtes qui ont pris le plus de temps à s'exécuter.
Donc si directement, quand j'arrive dans cette page, je vois une requête à 5 ou 10 secondes, je me dis, il y a sûrement quelque chose à faire sur cette requête. Alors, après, vous pouvez réexécuter votre requête directement ici, en cliquant là. Pourquoi faire? Premièrement, c'est pas parce que j'ai une requête qui a mis du temps à s'exécuter que c'est nécessairement elle la coupable. Peut-être qu'elle a mis du temps à s'exécuter parce qu'à ce moment-là, ma machine, elle était à genoux. Donc avant de l'incriminer, je vais déjà essayer de la rejouer et de voir si c'est vraiment ça le nœud du problème. Deuxièmement, il y a aussi des mécanismes de cache. Donc une requête, la première fois où elle est exécutée, elle peut prendre plus de temps. Ça peut être un fonctionnement normal, entre guillemets. La deuxième fois, c'est censé être beaucoup plus rapide. Deuxième réflexe que je vais avoir, si on est capable de me fournir un scénario qui met à genoux la plateforme et de me dire « Ah bah là j'ai un souci en ce moment-là directement je vais dire « Ok, va rapidement ici et génère-moi des thread dump ». En fait c'est juste, alors c'est pas le seul moyen que vous avez pour générer des thread dump dans Java, enfin dans une appli Java, mais là ça vous fait une porte d'entrée relativement facile d'accès, même pour un exploitant qui connaît pas bien le produit ou qui connaît pas suffisamment Java. L'option que je préfère ici c'est la dernière. L'avantage c'est qu'en gros je vais générer donc une série de thread dump de 10 secondes. En fait, pendant 10 secondes, je prends un thread dump et je vais réitérer l'opération plusieurs fois. Okay, donc autant de fois que je le spécifie ici. Ça me permet de vraiment suivre l'évolution de mes threads et de voir s'il y a quelque chose qui se déroule mal, s'il y a vraiment un thread qui est en train de congestionner, de bloquer les autres, ce genre de choses. Okay, donc en tant que tel, ça m'apporte rien parce que je suis obligé de faire de l'analyse des thread dump. Ça, c'est quelque chose qu'on fait assez régulièrement avec nos posts. Par contre, ça donne une bonne porte d'entrée pour une équipe d'exploitants. Hop. Il y a une autre page qui est pas mal intéressante. En général, je demande aux clients de venir sur cette page après avoir réalisé des tests de perf. Alors c'est quoi cette page? En fait, c'est une page qui liste l'intégralité des services de cache qu'il y a. Okay, notamment tout à la fin, ceux qui m'intéressent le plus, parce que c'est souvent eux qui sont liés à des problèmes de performance, c'est les caches HTML. Et l'avantage, c'est que j'ai des statistiques pour chaque cache. Donc le but du jeu, bien sûr, c'est d'essayer de tendre sur du 100%, c'est-à-dire qu'à chaque fois que je requête un fragment ou une page à afficher, je l'ai déjà en cache, donc c'est bon, je peux la délivrer directement. Au contraire, si je ne l'ai pas en cache, je suis obligé de la régénérer, ça va faire baisser le pourcentage. Okay, on ne peut pas être à 100%, mais on va essayer d'y tendre. Premier réflexe, une fois que la campagne de test de perf est terminée, moi je vais venir ici et je vais essayer de voir à combien sont ces ratios. Si les ratios sont relativement bas, je vais peut-être me dire que le cache est sous-dimensionné. Okay, donc je vais peut-être essayer de voir si je ne peux pas lui allouer plus de RAM. Hop. Qu'est-ce qu'on a? Oui, on a un autre petit truc. L'autre possibilité que je pourrais avoir, c'est toujours lié au cache. En fait, si on va voir côté édition, donc là je suis le rôle d'un éditeur, okay, je suis en train d'éditer un composant que j'ai déposé dans ma page. On voit que j'ai la possibilité directement d'aller modifier la stratégie de cache ici. Et si je mets un 0 comme je viens de le faire, je viens simplement de dire à Jaya, ok, ce composant-là, je viens de désactiver son cache. Donc si un utilisateur le demande, tu ne le mets jamais en cache, à chaque fois tu le recalcules. Ça, je peux le faire sur une page directement, ce qui serait plus violent. Si j'ai un éditeur peu averti, qui ne connaît pas forcément bien le mécanisme et qui se dit juste, moi quand j'ai un souci de cache, je sais que si je fais ça, ça corrige le truc, il risque d'avoir tendance à le surutiliser, ce mécanisme. Okay, dans ce cas-là, c'est pas grave. Enfin, c'est pas grave. Si, c'est grave, mais l'avantage, c'est que vous pouvez très facilement aller lancer une petite requête pour récupérer tous les composants qui auraient un cache désactivé. Hop. En gros, qu'est-ce que je suis en train de faire? Je suis en train de lui dire simplement, trouve-moi tous les composants qui ont le mixin relatif à la configuration de cache, et trouve-les-moi quand ils ont la configuration de cache CT à 0. Donc ça veut dire quand ils sont désactivés. Et là, voilà, je suis capable de au moins avoir un listing des endroits où l'éditeur est repassé et a configuré ça. Ok. Hop. Donc voilà pour la partie performance. On va parler un petit peu de la maintenance. Donc au niveau de la maintenance, alors déjà je vais commencer à parler des logs. En fait, comme framework de log, on utilise Log4j, donc c'est classique, la plupart des gens connaissent, enfin en tout cas les développeurs J2E. L'avantage c'est que vous spécifiez dans vos logs un niveau de log, donc ça peut être debug, info, ce genre de choses. Et en général sur un environnement de production, pour éviter de surcharger les logs et de créer beaucoup trop de fichiers, qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre des niveaux de log à info, voire à warning selon les classes, mais on va éviter de mettre du debug. Par contre, le jour où ils vont avoir un souci en production,
peut-être que je vais avoir moi besoin de leur dire, bah, faudrait activer cette classe en mode debug, comme ça, moi, je vais mieux comprendre ce qui se passe, je vais voir dans mes paramètres ce que j'avais seté. Dans le cas d'utilisation standard, c'est un petit peu chiant, parce que je suis obligé d'aller modifier la config dans le fichier XML de Log4j, puis de redémarrer ma plateforme. Ok ? En production, c'est pas forcément souhaitable. L'avantage, c'est que directement dans les tools, j'ai une entrée qui me permet, ici, Log4j Administration, de modifier à chaud une configuration. Par exemple, je vais aller modifier la classe responsable de la chaîne de rendu. Je vais la passer en mode debug. Et là, si je navigue sur mon site, hop, voilà, au niveau, alors c'est écrit un petit, mais en tout cas, la classe qui affiche des logs, c'est bien RenderChain et c'est bien au niveau debug. Donc là, c'est l'avantage que j'ai avec ça, c'est que je peux le faire à chaud. Par contre, il faut garder en tête que tout ce que je vais faire ici ne sera pas gardé. C'est-à-dire qu'au prochain démarrage, on va repartir sur la config issue des fichiers de config XML. Okay, donc c'est pas un outil de configuration de Log4j, c'est uniquement un outil pour vous aider à un moment donné à changer un niveau de log. C'est tout. Ok ? Hop. Qu'est-ce qu'on avait d'autre dans cette partie ? Ah, c'est joli. Voilà. Alors pareil, tout à l'heure, on parlait du JCR Repository Browser. Et j'ai commencé à vous parler des deux workspaces. Faites attention, j'ai un default, j'ai un live. Par défaut, je suis censé avoir souvent plus de contenu en default qu'en live, parce que ça peut être du contenu qui n'a pas encore été publié. C'est pas toujours vrai, il y a des cas particuliers, mais globalement, c'est ça. Si j'ai eu un petit souci qu'un utilisateur a réussi à supprimer du contenu uniquement en default, mais pas en live, en général c'est pas un utilisateur qui fait ça, c'est plutôt quelqu'un qui vient sur la plateforme dans les tools et qui a fait l'erreur de supprimer que en default, l'utilisateur derrière, l'éditeur, il va avoir un petit souci parce que s'il revient au même endroit et qu'il essaie de recréer un nœud qui porte le même nom, hop, en fait, il va être bloqué au moment de la publication. C'est-à-dire qu'il va essayer de publier son nœud. Jaya va lui sortir un petit message d'erreur disant bah non, c'est impossible, je peux pas créer ce nœud-là en mode live parce qu'il y en a déjà un qui est exactement le même nom. Et ça, c'est pas autorisé. Là, du coup, j'ai pas le choix, je suis obligé d'aller supprimer l'ancien nœud qui était en mode live. C'est pas grave, j'utilise le repository browser. Alors plutôt que de rechercher tout le chemin complet, je vais pas m'embêter, je vais tricher, je vais prendre la zone parente, le nœud parent. Hop, je vais récupérer son ID. On va directement aller le retrouver comme ça. Ok. Alors, c'est bien cette zone. Je passe en mode en ligne, mode live. Et là, effectivement, il y avait déjà un nœud. Donc, je le supprime. Et je devrais pouvoir beaucoup plus facilement publier par ici. Voilà. Donc, toujours faire attention dès que vous utilisez... j'ai perdu la fenêtre. Voilà. Toujours faire attention lorsque vous utilisez les actions de suppression par le repository browser, toujours supprimer en default et en live, s'il ne existait aussi en live. Hop. Alors, dans certains cas de figure un peu particuliers, vous allez réussir à corrompre vos index. Les index, c'est ce qui va vous servir en fait à faire soit des recherches, okay, donc dans les formulaires de recherche, ce genre de choses, soit carrément des requêtes. C'est-à-dire que si à un moment donné vous faites une requête sur un type de nœud particulier et que ça ne vous retourne rien, vous risquez, alors que vous savez vous qu'il y a des nœuds qui existent, pareil si vous faites de la recherche, ça ne vous retourne rien alors que vous êtes capable d'aller dans votre arbre de données et de retrouver un composant qui devrait être monté, vous avez probablement des index corrompus. Alors, si vous êtes dans ce cas de figure, ce qu'il faut, c'est lancer une réindexation. Hop, et pour lancer une réindexation, vous pouvez le faire directement depuis les tools. Alors l'avantage, c'est que depuis la 7.1, vous êtes capable de faire cette réindexation à chaud. Précédemment, il fallait la demander pour le prochain démarrage. Ça veut dire qu'au prochain démarrage, toute l'indexation était lancée avant de donner la main à l'utilisation. Okay, ça veut dire que si jamais vous aviez énormément de contenu, potentiellement vous aviez 12 heures de réindexation devant vous et vous étiez bloqué. Maintenant, vous pouvez le faire à chaud et ça perturbe en rien la navigation. Alors ça prend un petit peu de CPU forcément, mais ça va être fait en parallèle
et dès que les index sont calculés, ça va venir écraser les anciens. Ok? Hop. Et on a une porte d'entrée qui est énormément utilisée dans les tools, ce qu'on appelle la Groovy Console. En fait, c'est un endroit où vous allez être capable de lancer directement du code Groovy. Alors, c'est pas le seul moyen de le faire, vous avez un dossier directement dans l'installation, enfin dans votre Jaya, vous êtes capable de déposer un script Groovy. Toutes les 5 minutes, c'est en lecture, s'il y a un nouveau script, ça va le consommer. Okay, par contre, vous pouvez le faire directement par ici. Donc, comment ça marche? Directement, vous collez votre code Groovy. Donc par exemple, j'ai un petit exemple de code Groovy ici. Dans quel cas d'utilisation ça peut servir? En fait, je suis obligé de rajouter une propriété qui est obligatoire à un composant. Le problème, c'est que ce composant, il avait déjà été créé et instancié plein de fois sur mon site. Là, je vais me retrouver dans un cas de figure où j'ai du contenu qui ne va plus être en accord avec la définition même de ce composant. Okay, ça va me poser des problèmes au moment où je vais vouloir soit exporter, soit importer mon contenu. Comment je peux m'en sortir? Le cas le plus simple, c'est de me faire un petit script Groovy qui va faire une requête pour retrouver tous ces composants, okay, et qui va venir setter une valeur par défaut. En même temps, je vais faire je vais loguer tous les composants que je suis en train de modifier. Comme ça, je pourrais donner la liste à mes éditeurs et leur dire, voilà, j'ai dû modifier ces composants, s'il vous plaît, repassez dessus et allez renseigner les bonnes valeurs. Hop. Voilà. Donc là, j'ai juste pas sauvegardé, mais grosso modo, c'est du code Java compliant ce que vous êtes en train de faire ici. C'est du Groovy classique, il n'y a pas de souci. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est simplement, je me suis créé, alors je vais peut-être le montrer là, ce sera plus simple. Hop, je me suis créé une session que je suis en train d'utiliser. Derrière, je lance ma requête, j'itère sur les éléments que je viens de retourner, et je vais setter la propriété directement. Okay. Si j'ai pas envie de m'embêter à créer une session, j'ai une page qui est pratiquement identique, que je vais retrouver dans la JCR console. L'avantage, c'est qu'ici, j'ai une session qui est déjà setée. Donc, je peux très bien faire du... Hop. Puis, j'ai aussi un logger que je peux utiliser directement. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Je vais essayer de récupérer l'identifiant du nœud parent de tous les sites et de l'afficher. Bon, ça a l'air de marcher. Faudrait vérifier. Ah c'est pas grave, je peux vérifier. J'ai un repository browser. Hop. Est-ce que c'est bien le nœud que j'attendais? Ouais, c'est bien ça, c'est bon. Voilà, donc l'avantage de la JCR console, c'est que directement vous avez une session que vous pouvez réutiliser. Après, si vous avez besoin de créer une session particulière pour un utilisateur donné, ce genre de choses, notamment pour remplir automatiquement les métadatas, pas vous prendre la tête, dans ce cas-là, passez par la Groovy console et vous avez vraiment la main. Okay, enfin, dans les deux cas, vous avez la main, mais là au moins, quitte à créer une session, faites-le ici. Hop. Ça va appliquer dans le Postgre défaut. Alors j'ai le choix en fait. Comment il peut appliquer dans le... En fait, c'est au niveau de la création de ta session que tu vas choisir ça. C'est-à-dire quand tu crées ta session, tu dis si c'est une session qui s'applique sur le default ou sur le live. Donc du coup, tu as la main si tu passes par ici. Après, si tu passes de l'autre côté, par la JCR console, hop, directement la session qui est créée, c'est à toi de choisir si... Alors par défaut, elle est sur default, mais tu peux cliquer sur passer en mode en ligne. Ok, et là, ce sera une session pour le mode live, directement. D'accord ? C'est obligatoire à faire ça dans JCR console, c'est pas dans Groovy console. Si tu le fais dans le Groovy console, en fait, c'est ce que j'ai fait dans mon script ici. Quand tu crées ta session, alors tu as plusieurs façons de créer une session. Moi, la façon dont je l'ai créée avec cette méthode, là, je suis en train de spécifier. Là, en fait, ça, j'aurais pu le remplacer par default, tu vois, et je peux très bien à la place mettre live. Ok. Ok, c'est bon. Merci. Je t'en prie. Ok, alors, je suis en train de faire des bêtises, hop, voilà. Donc, pour aller un petit peu plus loin, faut savoir que vous avez possibilité très facilement de vous-même de rajouter une nouvelle page dans les tools. Alors, à l'heure actuelle, le problème c'est que si vous le faites, en fait, vous êtes obligé, pour accéder à cette page, de connaître son adresse. Je vais vous montrer comment ça se passe. En fait, le problème, c'est que vous êtes incapable dans les versions actuelles de l'enregistrer dans le menu des tools. Okay, c'est une contrainte pour le moment.
Hop. Et comment vous allez créer donc une nouvelle page ici? En fait, c'est tout bête. Vous créez un nouveau module, qui est un module Jaya. Hop. Vous montrez, je dois en avoir un qui tourne juste à côté. Voilà. Donc c'est un module Jaya classique. La différence, c'est que au niveau du POM, j'ai spécifié. Alors, je ne sais pas si on va bien voir. Je vais essayer de zoomer. Hop. Voilà, c'est un petit peu mieux. En fait, le POM parent de mon module, bah, c'est simplement org.jaya.bundles au lieu de org.jaya.modules. Hop. Et je spécifie au niveau de la configuration OSGI que je suis un fragment OSGI, donc du bundles qui s'appelle tools que nous on vous fournit. Ok. Une fois que j'ai fait ça, bah, simplement dans mon dossier src main resources, je me crée une nouvelle JSP, une deuxième, une troisième, autant que je veux, il n'y a pas de souci. Là-dedans, je fais le code qui m'intéresse. Alors, j'ai mis le code sur GitHub, hein, l'exemple est dans les slides. On va vous fournir les slides si vous les voulez. Donc vous pourrez voir directement comment récupérer, créer une session, ce genre de choses. C'est ce que je fais ici directement. Ok. Et l'idée après, c'est que j'ai simplement besoin de taper sur le nom de cette JSP dans mon navigateur, derrière le module /tools. Donc si je modifie ça, hop, voilà, là je tape sur ma JSP. Donc là c'est une JSP bateau, hein, fait pas grand chose. Elle fait la requête que je venais de faire tout à l'heure, en fait, qui allait récupérer les contenus où le cache a été désactivé par les éditeurs et directement elle les affiche. Voilà. En fait, dans un cas, à quoi ça peut vous servir? C'est de genre, à chaque fois que vous faites des actions de façon un petit peu répétitive, vous êtes obligé d'aller faire vos queries ou de faire un script Groovy, ce genre de choses, c'est peut-être mieux de se dire, ouais, je vais perdre 2 heures à me faire une petite JSP, mais au moins je pourrai la réutiliser facilement. Et surtout, je vais pouvoir la mettre à la main de mon équipe d'exploitation et elle-même pourra me sortir ça très facilement. Hop. Donc comme promis, le code est directement sur GitHub. N'hésitez pas à aller le récupérer. Et pour terminer cette présentation, un petit tour sur les prochaines choses qui vont arriver. Alors, la première chose, je suis désolé, on n'a pas du tout de date. On ne sait pas quand on va le faire, mais c'est quelque chose qu'on a envie de faire. En fait, c'est de vous fournir une façon, un mécanisme pour que vous-même, vous puissiez donc créer des nouvelles pages à mettre dans les tools, mais aussi que vous puissiez les enregistrer dans les menus des tools. Ok ? Quelque chose qui va arriver à terme. Ensuite, pour les 3 autres points, les 3 derniers, c'est quelque chose qui est déjà réalisé et qui va arriver dans la prochaine version, qui est censée sortir en mars. Donc qu'est-ce qu'on a dans le panier à vous proposer? Première chose, c'est que dans la console Groovy, vous allez avoir possibilité, par le biais de vos modules, de directement fournir des scripts Groovy, ok, avec un paramétrage qui sera, que vous allez définir, c'est-à-dire que quand je vais arriver dans la console Groovy, directement ici, si mon module est déployé, en fait ici je vais avoir une petite liste déroulante, ce qui va me permettre de sélectionner l'un des scripts Groovy qu'on m'a demandé d'ingérer directement, avec éventuellement des paramétrages, donc ce sera un formulaire à remplir, et comme ça, ça va exécuter le script Groovy. Okay, donc ça vous permet une nouvelle fois de mettre à disposition de votre équipe d'exploitation des scripts Groovy très facilement. Autre chose que vous allez retrouver dans Search Engine Management, donc la partie qui sert à réindexer les index, en fait vous allez avoir la possibilité non pas de réindexer comme à l'heure actuelle tout votre repository, vous allez avoir la possibilité de réindexer uniquement un sous-arbre de votre arbre JCR. Okay. Donc si vous êtes capable de détecter que vous avez des index corrompus mais uniquement à partir de cet endroit-là, ou alors juste sur ce site-là, vous êtes capable de réindexer uniquement cette partie-là. Hop. Et une nouvelle chose aussi qu'on a, un petit peu comme on a fait des listings pour tout ce qui va être action, render filters, les choiceless initializer, vous allez avoir une page qui va vous lister en fait toutes les règles de rules qui sont enregistrées sur votre plateforme à un instant T, et vous allez avoir la possibilité de désactiver à la volée une règle de rules. Alors un petit peu comme la config log4j, prochain redémarrage ce sera perdu. Hein. Là c'est uniquement à chaud. Par contre en même temps vous aurez la possibilité de faire de la config, donc ça c'est à côté, c'est pas dans les tools, mais de la config pour désactiver vous-même une règle de rules. Si jamais la règle de rules de l'un de nos modules ne vous plaît pas, par exemple. Ce genre de choses. Ok. Puis dernier point que j'ai pas listé, mais on aura aussi la possibilité, en fait, il y a une page qui va vous permettre de générer un zip directement. Et dans ce zip, vous aurez énormément d'informations liées à la plateforme. Donc les variables d'environnement, la configuration du cache, les fichiers de config qui sont dans Digital Factory Config, Digital Factory Data pour les fichiers de repository aussi. Tout ce genre d'informations, ainsi que l'état des bundles OSGI déployés à cet instant T sur votre plateforme avec leur état. Donc la liste, l'état, la version, tout ça. Okay, donc tout un tas d'informations qui vont vous permettre de débugger beaucoup plus facilement un autre environnement.
L'exploitant aura juste à aller dessus, générer le zip et vous le fournir.